Et du côté de la côte est australienne, les Tahitiens comptabilisent maintenant 5 médailles d'or au championnat du monde de marathon au terme donc de cette deuxième journée de compétition. Après la victoire en V6 des vétérans dames et de Hinatea Bernardino et Hitirua Mazing en V1, c'était hier. Cette deuxième journée aura été marquée par la victoire de Kevin Serran-Jérusalemi qui décroche l'or pour Tahiti. Je vous le disais en préambule, au cœur du Fénois vous présente ce soir une légende de Vairao, l'histoire d'un séducteur hors pair, son secret, un parfum élaboré par ses soins et qui ensorcelle les femmes. Le bourreau des cœurs, surnommé par les habitants de la commune l'homme parfumé, connaîtra malheureusement une fin tragique. C'est une histoire que nous content Nicolas Suir, Evar Apoto et Patita Savia. C'est sur cette montagne qu'aurait sévi l'homme parfumé. Sans utiliser de mots, il persuadait les femmes qu'il rencontrait de le suivre grâce à un parfum préparé par ses soins, ainsi qu'à sa manière de les embrasser. Il n'embrassait pas sur la joue, il embrassait sur la bouche. Il embrassait sur la bouche des femmes. Eh bien, je pense, d'après les raconteurs des vieux, ils pensent aussi, peut-être c'est à cause de ça, des femmes, ils étaient tous folles après lui. Mais à chaque fois quand il rentrait, il amenait des femmes avec lui, mais même des femmes mariées. Ce comportement a attisé la jalousie des habitants de Vairao. Le Don Juan a été frappé par leur colère. Les maris, ils essayent de les retenir, mais non, ils suivent ce bonhomme-là, l'homme parfumé. Et puis à Bozo, ils ont décidé d'aller chez lui, en bas de la vallée de Bébéra, l'attendre dans les bambouinières. Ils ont coupé les bambous et coupé en morceaux affûtés. Ils l'ont piqué de là-haut, de la vallée, ils l'ont amené jusque-là. Selon Henri, certains habitants auraient aperçu le cadavre criblé de bambous affûtés flotter dans l'eau. Voilà, retrouvez demain soir un autre reportage sur la presqu'île. C'est bientôt la Tahiti Pro à Teahupo'o dans une semaine et des surfeurs pro, il y en a qui viennent de tous les horizons et même de France. Comment est-ce que le surf et le longboard sont arrivés dans l'Hexagone, attirant ainsi des passionnés? Regardez plutôt ce reportage. Quand Cook débarque aux îles Hawaï à la fin du XVIIIe siècle, le capitaine anglais découvre le Henalu, le surf, et le longboard, la planche la plus grande est réservée aux rois. Si on remonte aux origines de la pratique du surf et du Henalu, il y a toujours eu une pratique distinctive entre une grande planche et une petite planche. Du temps des anciens Hawaïens, il y avait la planche holo, qui était la planche des chefs, qui pouvait aller faire plus de 4 mètres de long. Et puis, il y avait la planche qui était plus courte, qui était l'alaya, et qui était la planche du peuple, des gens du commun. Et c'est un Hawaïen encore qui va populariser le surf. Le Duke Kahanamoku, champion olympique de natation, devient l'emblème d'une discipline que vont adopter les jeunes Californiens. Un film et un roman qui s'appelle Gidget, qui raconte l'histoire d'une gamine qui est dans un milieu de surfeurs à Malibu, qui connaît une retombée médiatique et populaire très importante. Et puis, une demande qui est la jeunesse du baby-boom qui est là et qui dit, alors on s'identifie à ce film, on veut une planche, on produit la planche en nombre et du coup c'est l'explosion de cette culture surf du début des années 60. À la fin des années 60, les planches raccourcissent, le surf devient radical et le longboard est remisé aux oubliettes. Le longboard revient hanter les spots du monde par la grâce de jeunes surfeurs nostalgiques comme le Californien Joel Tudor ici sur la côte des Basques. Moins médiatisé, le longboard a encore de beaux jours devant lui en France. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.